ziggourate est quasiment l'emblème de la civilisation mésopotamienne, comme la pyramide l'est à l'Égypte. Pour leur malheur, ces ziggourates, faites de briques, ont moins bien résisté au temps que les secondes, et leurs ruines trônent moins majestueusement au-dessus des immensités plates des paysages de Mésopotamie. Aussi, est-ce moins leur image qu'on connaît que celle du monument qui en est l'héritier mythique et fantasmé, la tour de Babel. À 3500 km de là, des hommes se penchent sur ce passé englouti par le temps. Des plans sont tracés, des bâtiments prennent forme et commence avec eux un voyage temporel dans cette région aujourd'hui meurtrie par les guerres. C'est en 2014 que Philippe Quenet, archéologue à l'Université de Strasbourg, lance ce projet d'exposition. Il s'agit de reconstituer ces monumentales constructions au travers de maquettes et de faire enfin connaître au grand public cette civilisation méconnue. Au départ, une poignée de passionnés, ce sont près de 200 personnes qui participeront à l'aventure. On trouve en Alsace des argiles déjà cintrées. Oui. Alors on est ici dans l'atelier de M. Maurice Fray, qui est architecte et qui nous accompagne depuis le début du projet. Ça a commencé en septembre 2014 avec un séminaire à l'Université de Strasbourg réunissant des étudiants de master. Le but du séminaire a consisté à réunir la documentation, hein, c'est ce qu'il y a ici, réunir les plans, les photos de fouilles, lire évidemment les rapports associés, après quoi les étudiants eux-mêmes ont commencé à travailler, tous ont réalisé le plan d'un bâtiment ou d'un état du bâtiment, puisque généralement ils sont reconstruits au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a une part d'erreur? Oui. Oui, il y a une marge d'erreur. Les documents, on a pu s'en rendre compte, surtout pour ce site, sont très peu fiables. Donc de toute façon, on est dépendant de la documentation de départ. Quelquefois, on peut rétablir la vraisemblance, mais on a toujours une marge d'erreur. Et surtout que certaines des fouilles sont anciennes. Donc avec des méthodes qui ne sont pas forcément les méthodes actuelles, avec l'exactitude et la rigueur qu'on demande aujourd'hui. Alors moi je travaille sur le temple peint d'Ouker, donc en Mésopotamie du Sud aussi. Et donc là c'est le dessin d'une de mes collègues qui a reconstitué du coup la façade du temple. Et donc certains de ces temples étaient décorés, et donc là la corniche avec des petits cônes d'argile ou de pierre peints, donc ça ressemble à ça. Et donc moi j'essaye de faire un moule pour pouvoir après refaire ces petits cônes. Ça change de nos semaines devant notre ordi à étudier les livres et tout, c'est un travail manuel, donc du coup ça fait du bien. Voilà. Mésopotamie est un terme qui signifie « entre fleuves » d'après son étymologie grecque. Il désigne cette vaste région traversée par le Tigre et l'Euphrate qui s'étend du sud-est de la Turquie au sud-est de l'Irak. Sa terre est fertile, mais son climat est chaud et aride. C'est grâce à ces deux veines, ces fleuves légendaires qui irriguent et transportent, que ce 7e millénaire avant Jésus-Christ verra naître une nouvelle civilisation. On s'est appuyé sur une bibliographie abondante. Vous imaginez, les fouilles ont commencé en Mésopotamie au milieu du 19e siècle. Alors je vous donne quelques exemples. Certaines de ces synthèses traitent uniquement de la mise en œuvre de la brique crue, par exemple. Il ne s'agit même pas des bâtiments, il s'agit simplement des matériaux. On a ensuite un certain nombre d'ouvrages généraux dans lesquels on va trouver à la fois textes et planches et des collections de bâtiments, de plans, d'élévations. Quand on progresse dans le temps, on arrive par exemple à Ourouk. Il y a eu dernièrement une très belle exposition et un catalogue
Voilà par exemple les restitutions auxquelles ils sont arrivés pour des bâtiments qui datent de la fin du 3e millénaire. Alors ça c'est la restitution virtuelle, mais il faut quand même imaginer que ce qui sort de fouilles, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un tas de décombres, ce sont vraiment des ruines. Donc il faut vraiment mesurer le gouffre qu'il y a entre ce qui est trouvé en fouille et ce qui peut être restitué ensuite. On est vraiment dans l'hypothèse, argumentée certes, mais dans l'hypothèse. Alors ça, ce sont des belles images. Voilà un catalogue d'exposition qui est fait pour le grand public. En réalité, tout ça part de documents dans ce genre-là, hein, qui sont très arides, qui sont des relevés, généralement très précis. Prenons par exemple le site d'Achour, qui est un site du nord de l'Irak. Alors de la même façon, les documents de départ, c'est-à-dire les relevés de fouilles, ressemblent à ça. Alors c'est particulièrement illisible, hein, il faut regarder ça bien dans le détail, lire le texte, connaître les codes de représentation qui changent d'ailleurs d'une époque à l'autre, selon les fouilleurs, selon les écoles de fouilles, selon les pays. Les civilisations suméro-acadiennes s'étendent du 7e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elles sont à l'origine des fameux ziggourats, dont les lointains ancêtres ont près de 6000 ans, monumentales constructions qui surplomberont les premières villes connues à ce jour. Mais elles sont aussi le berceau du plus ancien système d'écriture connu, témoignage d'un foisonnement culturel sans égal à ces époques. Longtemps restées dans l'oubli, les ruines de cette civilisation furent exhumées dans les années 1850, à la surprise des archéologues de l'époque. Mais malgré la taille imposante des ziggourats, leur mode de construction, qui utilise principalement de la terre crue, va conduire à leur disparition presque complète, laissant les chercheurs face à de grandes zones d'ombre. Ouais, non, ça c'est pas faisable. Donc on va essayer... Parce que pour le moment, je suis très gentil, je ne sévis pas encore. Mais quand j'aurai le temps... Alors, en fait, le problème est très simple. Il s'agissait de trouver un matériau suffisamment facile à travailler, suffisamment économique aussi, pour donner l'effet le plus réaliste possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un mélange de plâtre type Molda, c'est du plâtre à mouler, extrêmement dur au résultat, qu'on a coloré pour atteindre naturellement la teinte de la terre locale, de la terre du sud de la Syrie, Uruk, Eridu, etc. Donc à partir de cette base, le moulage est un moulage tout à fait classique avec un procédé extrêmement primitif mais qui marche très bien, du polystyrène extrudé qui peut se découper très facilement pour faire des moules qui ne servent qu'une seule fois, chaque façade étant différente. On sacrifie à chaque fois toutes les parties du moule pour recommencer à zéro, façade après façade. Voilà le procédé. Alors, dit comme ça, ça a l'air très simple. Quand on rentre dans le détail, ça soulève quelques petits problèmes, bien entendu, d'adaptation. Nous avons voulu ici rester réalistes et représenter par endroits les briques de terre crue, le crépi qui les recouvre, les irrégularités du crépi, la fonte liée aux intempéries, etc. La bibliographie est extrêmement abondante. Il est impossible de tout reprendre de première main. Donc on a tendance à faire confiance aux collègues qu'ils aient écrit il y a un siècle, il y a 50 ans ou plus récemment, et on est obligé de le faire. Sinon, on passerait tellement de temps à lire et à éplucher le discours de nos prédécesseurs ou de nos contemporains qu'on n'aurait même pas le temps soi-même de faire de la recherche. Mais de temps en temps, il est vraiment bon de s'arrêter et d'aller en profondeur sur un sujet et de reprendre à zéro. Et de reprendre au fondement, de retourner au relevé de fouilles pour voir ce qu'on peut en faire et tout mettre à plat. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsque dans la première phase de formation notamment, on a tout lu et tout pris pour argent comptant, c'est là qu'on se rend compte qu'on a eu bien tort. Parce qu'on se rend compte à la lecture vraiment approfondie
qu'énormément de détails, énormément d'interprétations des fouilleurs peuvent tout à fait être mises en doute. L'une des particularités de ces constructions plusieurs fois millénaires est l'utilisation poussée d'un matériau très rudimentaire, la terre crue. Au fil des siècles, les Sumériens, puis les Akkadiens, ont su la maîtriser suffisamment pour bâtir des monuments de plusieurs étages qui défiaient l'horizon aride. Certaines de ces techniques ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans les campagnes syriennes et irakiennes. Un pari fou est ainsi né dans l'équipe. Reconstruire en taille réelle, avec les techniques originelles, une partie de mur de l'un des plus célèbres temples mis au jour, le temple peint d'Ouker. Alors, le but, c'est de reproduire une portion d'un mur du temple de Tel Ouker. C'est un temple peint qui date de la fin du 4e millénaire en Mésopotamie. Donc, l'objectif, c'est de montrer la structure interne du mur. Donc, il y aura les briques et puis il y aura après un mortier de terre qui sera appliqué. Et comme ce temple était peint, on va reproduire par-dessus des fresques. Mais donc, il y aura les fresques et puis sur le côté, sur la tranche du mur, on verra en fait l'appareil en briques séchées. Voilà, pour montrer l'architecture du mur. Voilà. C'est une terre argileuse qu'on a récupérée dans un champ planté avec des vignes à une vingtaine de kilomètres d'ici. On avait également préparé de la paille qui sert de liant en fait pour que la terre, mais une fois mélangée à l'eau et à la paille, soit assez homogène et puisse tenir et sécher sans se fissurer. On mélange tout ça avec les pieds, avec les bêches, avec tout ce qu'on peut, les mains. Et puis l'étape suivante, c'est de rajouter de l'eau pour obtenir un mélange assez homogène. Donc là, Catherine est à l'œuvre. Et puis ensuite, une fois que c'est bien mélangé, donc ça fait une pâte assez collante, on remplit dans les seaux. Et puis on amène à l'endroit où les briques vont être ensuite entreposées, moulées. Et puis elles vont sécher sur place. Après un temps de séchage qui est inconnu pour l'instant, vu que il fait chaud, mais en même temps il fait pas très très sec, donc je sais pas combien de temps tu penses qu'il faudra. Là, dans ces conditions, à peu près 2 semaines. Je me mets à côté. 2 semaines. 2 semaines. Au bout d'une semaine, on peut déjà les mettre en fait verticalement, les déposer et ensuite les laisser encore une semaine. Et je pense que c'est bon. Au bout de 2 semaines, par principe, ça devait être sec. Ouais. Et alors vous êtes en briques de combien? 20 cm de large? Oui, ça c'est des briques. Ça suffit pour des murs, pour l'extérieur? En fait, au 3e millénaire, c'était de cette taille. Du coup, on fabrique les mêmes. Voilà. Ça résiste bien au niveau du poids? Ouais. Quand le mur il est épais, ça va en fait. Hein, il est épais de 50 cm, 60 ça dépend. C'est très beau, hein, c'est très 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 beau. On va l'annoncer comme matériel de construction dans la région de l'Alsace. Alors le temple qui va être en partie reproduit, c'est le temple de Tel Ouker. C'est un temple qui se situe sur un site de l'extrême sud mésopotamien. Et son intérêt, et c'est rare, est que le fond de la salle principale du temple est décoré de peintures murales. C'est unique hein, pour ce millénaire-là et quasiment pour les millénaires de ces hautes époques. Donc c'est un bâtiment suffisamment exceptionnel pour qu'on ait envie de le montrer et de restituer surtout la splendeur hein, et l'éclat des peintures de ce temple. Et il faut s'imaginer des couleurs saturées, hein, du noir, du rouge, du jaune, quelque chose de vraiment éclatant, qui ne plairait pas forcément d'ailleurs à notre sensibilité esthétique d'aujourd'hui. Alors malheureusement, il est difficile de se rendre en Irak aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible.
Tout à fait possible dans la mesure où il y a une équipe italienne qui travaille près d'Ours, par exemple. C'est simplement un peu dangereux, hein. Donc il faut que les membres de l'équipe soient conscients des dangers que ça représente. Mais en revanche, il est hors de question, en tout cas pour moi, il est hors de question d'amener des étudiants sur de tels terrains. Ça comporte beaucoup trop de risques. Et je pense que déterrer quelques bâtiments, quelques tessons, ne valent pas le coup. À ce prix-là, en tout cas. Donc c'est un atelier peinture organisé en collaboration avec la Haute École des Arts du Rhin et Jean-François Gavotti qui est professeur ici. Le but c'était de retrouver, de tester en fait les techniques qui ont pu amener au décor du temple peint de Tel ou Caire. Donc ce qu'on sait à partir du rapport de fouille qui date des années 40, c'est qu'il y avait un mur maçonné en briques crues qui correspond à ces briques-là. Par-dessus un enduit de terre et de paille qu'on a reproduit également ici, donc un mortier. Et puis par-dessus un enduit de gypse. Sur ça, une couche picturale. Mais il n'y a pas plus de détails. Donc toutes ces étapes sont représentées dans ce module. On a différents modules qui font jouer divers paramètres. Ici, c'est vraiment le module qu'on pense se rapprocher le plus de Tel ou Caire, donc le temple du 4e millénaire dans le sud mésopotamien. Qui soit exactement la même composition, c'est-à-dire du gypse et de la terre sans paille. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est toujours... c'est assez logique. Par exemple, quand on fait un enduit... On a poussé un peu les logiques de fresque dans toute sa gamme, mais ça nous permet aussi de voir par élimination, par rapport au rapport de fouille, qu'est-ce qui est le plus probable pour obtenir par exemple, des couleurs vives. Dans le rapport de fouille, sont évoquées des couleurs très vives. Mais des couleurs très vives quand ils sont arrivés sur les fresques. Et donc, il est tout à fait possible qu'on avait des badigeons, donc pas du bleu. Bon, enfin, supposons un badigeon rouge, c'est très probable. Et comme l'ambiance était très humide, ils sont arrivés et ils ont vu quelque chose qui pouvait être mouillé. Ils évoquent des densités de couleurs comme ça très fortes. Et puis après, quand ça sèche, c'est le blanc de la chaux qui reprend le dessus. Et donc tout d'un coup, ça s'éclaire. Donc il y avait dans le rapport de fouille une espèce de déception. Oui, que les couleurs s'étaient affadies quelques heures après la mise au jour. Il laissait entendre que les pigments en fait, s'étaient abîmés au contact de l'air, de la lumière du soleil. Et ce qui nous a mené au début sur une fausse piste. Et c'est en discutant ensemble que ça vous est apparu clair. Donc voilà, parmi les scénarios possibles qu'on a testés, il y en a un qui pourrait aller dans le sens du rapport et être assez vérifiable. Assez proche, ouais. Alors l'œuf, si vous voulez faire de la peinture à l'œuf, il faut que votre œuf soit il faut que votre peau soit très propre, qu'il n'y ait pas de bactéries dedans et tout. Sinon, ça fait que votre médium va se consentir. Il faut aussi les mettre très propres, si on veut. Après, on met parfois un peu de vinaigre. Avec le jaune d'œuf, comme ça fait un peu fongicide ou ça fait qu'il se conserve un peu mieux, quoi. Mine de rien, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas vu de briques. Puis moi la première, de mortier de terre, et l'occasion d'assembler tout ça, de voir comment ça réagit, ça sèche. Et puis toutes les compétences de comment préparer des bons enduits, les mélanger, les appliquer, parce qu'il y a un savoir-faire qu'on n'a pas, puisqu'on a une formation assez théorique finalement. En plus, dans le cadre d'une recherche, ça permet vraiment d'être concret et de se rendre compte qu'on raisonne actuellement sur des matériaux qui sont purs. On est très précis, on suit des protocoles, etc. mais on se rend compte qu'à l'époque, c'était pas le cas, parce que
Même dans le cas de la réalisation de décors d'un temple, ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois parce que les peintures ont bavé, coulé, ils refaisaient les couches régulièrement, il y avait des motifs qui se superposaient, qui n'étaient pas exactement au bon endroit, etc. On a une approche moderne qui est très différente visiblement de ce que eux, recherchaient, de la manière dont ils pratiquaient leurs décors et leurs gestes. Il y a pas mal d'étudiants syriens qui, eux, ont vraiment une connaissance parce qu'ils ont une pratique de la fouille qui est plus importante. Et puis même dans leur village, en fait, ça, c'est des traditions qui perdurent. Donc il y a des maisons syriennes qui sont encore montées avec des briques en terre crue, séchées au soleil, et des mortiers de terre, etc. Et c'est eux d'ailleurs qui nous ont montré comment fabriquer les mortiers, quelle quantité de paille il fallait mettre, la taille de la paille, il fallait la couper, il fallait la trier, etc. etc. Si le mélange était bon, s'il était collant ou trop liquide, voilà. Donc eux, ils ont cette connaissance-là puisqu'ils l'ont vécu. Il y a plein de petites choses il y a une façon de réfléchir, même de faire de la théorie, pendant qu'on a les mains dans la matière, qui est quand même assez différente. Et derrière, des réactions chimiques qu'on connaît bien. Et du coup, la réaction chimique est très comparable entre le badigeon et la fresque, mais l'effet de couleur n'est pas le même. Donc on pourrait même avoir des choses qui vieillissent de la même manière, qui utilisent les mêmes matériaux, mais selon qu'on a mélangé le pigment et la chaux dans le même pot, ou qu'on a mis la chaux sur le mur et le pigment après, on n'obtient pas le même résultat esthétique. Donc, et on n'obtient pas non plus forcément les mêmes résultats 4000 ans après. Donc voilà, ça, il n'y a vraiment que la pratique qui peut permettre d'arriver à ce degré-là je pense, de précision. Le fait d'avoir choisi l'exposition comme aboutissement du projet a changé beaucoup de choses. Vraiment la différence essentielle, c'est que là, on a décidé vraiment de diffuser les résultats de la recherche à tous les niveaux, parmi les collègues spécialistes, mais aussi parmi le plus grand nombre. Et il y avait d'autant plus de raisons de le faire que l'architecture mésopotamienne n'est pas une architecture spectaculaire, elle ne l'est plus, parce qu'elle a été érodée, elle n'est plus là. Donc il y a moins de chances d'accrocher avec l'architecture mésopotamienne qu'avec l'architecture égyptienne ou romaine ou grecque. On peut encore se promener autour et dans ces bâtiments. Pour l'architecture mésopotamienne, la plupart du temps, ça n'est plus possible. Tout est en ruine. Et la grande différence, donc, avec un projet qui aurait été purement scientifique, c'est qu'on est passé dans la concrétisation. On a donc, au lieu de faire de la 3D ou de faire des dessins, on est passé aux maquettes. Au lieu de réfléchir sur les techniques de fabrication des peintures murales à partir des expériences faites par les autres, à partir de sources secondaires, eh bien, voilà, il a fallu mettre la main à la pâte et puis expérimenter nous-mêmes en quoi ça consistait. C'est pour la même raison que les briques ont été faites, c'est vraiment pour s'approprier le sujet, mais de manière physique, et pour pouvoir ensuite rendre tout ça concret pour l'exposition elle-même. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment une démarche tout à fait différente de ce que serait une démarche de recherche classique. Alors, l'intérêt de cette démarche, à mon sens, il est double. Déjà, au niveau personnel, ça a permis, dans le cadre de ma thèse, de faire de vrais tests avec des vrais matériaux, ce qui est une chance en fait, puisque c'est pas évident pour un doctorant d'acheter le matériel, de trouver, c'est toute une logistique, hein, je fais pas ça dans mon appartement.
Voilà, donc ça a fait vraiment avancer la recherche. On pense qu'on sait, avec Jean-François Gavotti, le peintre fresquiste, on pense qu'on a trouvé la technique utilisée à Ouker. Sachant que le temple a été fouillé dans les années 40, le rapport de fouille ne décrit pas du tout la technique utilisée à l'époque. Donc là, on pense qu'on a un peu trouvé de ce dont il s'agissait. Après, l'autre intérêt, je pense que c'est pour le grand public et pour les visiteurs de l'exposition de se rendre compte vraiment de ce que c'était. Ça c'est très beau, mais ça reste de la 3D. Ça c'est magnifique, mais ça reste du décor. Là il y a vraiment de la matière. Et François trouvait, quand on montait le mur, il a dit mais c'est fort. Donc c'est comme s'il y avait une présence. Oui, on est en face potentiellement d'un vrai bout du mur mésopotamien. Et à part que la terre vient d'Alsace, mais sinon c'est chouette. C'est chouette. Et puis il y a aussi tout le geste que peut-être on perd un peu maintenant. Bon, en 3 ateliers, évidemment, on n'acquiert pas un savoir-faire. Mais ça permet d'avoir une idée de vraiment le temps que ça prenait. Et je pense que maintenant, on ne verra plus un mur de la même manière. On voit un peu ce qu'il y a derrière, on voit comment faire un angle, si ça tient pas. Et puis on se rend compte aussi que c'est toujours pareil, c'est très empirique. Dans notre formation et en bibliothèque, on pense... on a une approche très théorique et très abstraite finalement de l'archéologie. Et là, on voit que il faut rajouter un peu de terre, un peu d'eau, un peu de paille, et puis à la fin, on oublie de mesurer, puisque c'est vraiment la matière le résultat qui compte. Alors si je vous ai réunis aussi, c'est parce que vous êtes tous de très proches collaborateurs du projet. Soit vous avez travaillé directement sur l'exposition, soit vous avez contribué au catalogue, soit vous avez œuvré pour qu'un certain nombre d'objets garnissent les vitrines de l'exposition. Et évidemment, c'est un grand plaisir pour moi de tous vous remercier maintenant, parce que c'est grâce à vous tous que cette exposition peut ouvrir ses portes. On se rend compte que quand on passe au stade de la transmission auprès du plus grand nombre de personnes possible, et bien en fait, ça nécessite 10 fois plus de rigueur. Quand on s'arrête au stade de la recherche, il y a tout un tas de questions qu'on ne se pose pas. Mais quand on doit présenter ces résultats au public, surtout sous une forme aussi matérielle que peut l'être une maquette, alors on est obligé d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il ne peut pas y avoir de zone de flou. Quand vous faites un dessin, vous pouvez faire des lignes pointillées, mais une maquette, non. Une maquette, c'est une maquette. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de zone floue dans une maquette. Et ça oblige vraiment à pousser la recherche en fait encore plus loin. On croit souvent que délivrer des connaissances scientifiques au grand public, c'est simplifier. Non, 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 au contraire, c'est tout le contraire. C'est qu'il faut encore en faire plus pour pouvoir présenter les résultats. Et ça, c'était tout à fait inattendu, j'avoue.